Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Henfield au FM 103.7. Patrick, c'est maintenant le temps de parler de ton coup de cœur, La tâche de Philippe Roth. Oui. Et pourquoi ce roman-là, Patrick? Écoute, j'avais jamais lu de Philip Roth de ma vie. Je savais que c'était un auteur important, qui était évidemment, comme beaucoup d'auteurs, dans ma liste à lire un jour. Et j'ai lu celui-là parce qu'il avait gagné un prix, il a gagné le Médicis en 2002. J'avais entendu dire que c'était un de ses meilleurs. J'avais aussi, dans une anthologie des livres à lire, il revient dans 2 anthologies. Pas anthologies, mais des, comment t'appelles ça, là, des livres, là, des suggestions, là, des listes, là, les 1000 livres à lire. Okay. Bon, il revient dans 2 de ces livres, 2 de ces liste-là. Fait que bon, allons-y. Fait que j'ai lu ça et ça a été vraiment un choc, autant pour le... Parce qu'il y a des romans, pour moi, les romans les mieux réussis, c'est un peu banal ce que je vais dire, mais c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais il me semble que c'est le gros bon sens, ça, mais c'est quand tu réussis autant à épater par la forme que par le fond. C'est-à-dire quand tu racontes quelque chose de vraiment intéressant, de vraiment profond, de vraiment intelligent, et en plus, tu as une forme qui est en parfaite osmose avec ce contenu-là. Des fois, le style l'emporte sur le contenu. Des fois, c'est le contraire. L'histoire l'emporte sur le style qui est assez banal. Bon, ça peut faire des réussites, mais c'est des réussites différentes. Là, je suis en train de lire du Julien Gracq, justement, Gracq. Ah oui? Oui, ben, un auteur très important des années 50-60. J'ai jamais lu de ses romans. Et là, c'est une écriture extraordinaire. C'est bien écrit, c'est incroyable, mais le style l'emporte un peu trop sur le contenu. Je trouve qu'à un moment donné, il y a de la fioriture pour rien. Là. Je trouve que c'est quasiment trop bien écrit. C'est incroyable de dire ça, mais comment un roman peut être trop bien écrit? Ben, quand à un moment donné, le style l'emporte, puis que tu oublies un peu l'intrigue, puis que l'auteur se regarde un peu écrire. Je trouve que s'il imite ça, Julien Gracq, même si c'est fascinant, puis que je vais lire le roman, puis je vais le finir, puis que c'est un très bon roman. Philip Roth, je trouve que c'est pas ça du tout. Je trouve que en plus, j'ai lu en traduction, puis c'est super bien traduit, j'imagine, parce que même en traduction, j'ai trouvé que c'était une écriture extraordinaire. La précision des émotions, c'est pas les phrases qui sont super belles. Les phrases sont belles, mais c'est la justesse avec quelle formidable précision il réussit à nous faire comprendre les émotions et le mood des personnages. Et ça c'est assez extraordinaire. Je peux dire un mot sur l'histoire? Bien sûr! Alors, le narrateur s'appelle Nathan Zuckerman. C'est un gars qui connaît un prof qui s'appelle Coleman Silk, un prof d'université, qui a été renvoyé d'université à 60, c'était même le recteur, il a été renvoyé à 70 ans, 68 ans, 69 ans dans ce coin-là, parce qu'il aurait supposément dit quelque chose de raciste. Et on se rend compte que, bon, c'est pas très raciste, mais c'est tellement politically correct dans l'enseignement que, bon. Et là, en apprenant à connaître ce gars-là, le narrateur finit par se rendre compte que ce gars-là a un immense secret, dont je vous dirai pas je vous dirai pas c'est quoi le secret, même si on le sait assez vite dans le roman, c'est quand même une bonne surprise. Et comment ce gars-là, toute sa vie, a toujours voulu cacher qui il était, et on n'arrive pas à comprendre si c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons. C'est ça qui est nuancé. Et lui-même, ce gars de 110 ans-là, a une relation nouvelle, sexuelle, une passion sexuelle avec une femme de ménage de 36 ans. Ça, vous allez me dire, il n'y a rien de nouveau là-dedans, le vieux bonhomme avec la... Mais c'est un prétexte, ça. On se rend compte que cette relation-là, même le narrateur au début dit, ben là, c'est un peu cliché, cette histoire-là, là, le vieux qui se tape la petite jeune. Mais c'est vraiment complexe, c'est vraiment pas... ça n'a rien du vieux qui tombe en amour avec une petite jeune. Il n'y a même pas d'amour là-dedans, en fait. C'est très, très curieux, c'est très révélateur. Et c'est un roman sur l'identité, en fait. C'est qui sommes-nous? Qui voulons-nous que les gens croient que nous sommes? Et sous prétexte de contrôler ce que nous sommes et contrôler l'image qu'on veut projeter aux gens, est-ce si vrai? Est-ce le cas? Est-ce qu'on est vraiment en contrôle de ce qu'on est? Et pourquoi tenons-nous tant, des fois, à projeter autre chose que ce que nous sommes? C'est pas simple comme sujet, ça, là. Non, et c'est à travers il y a une vraie histoire là-dedans, là. C'est pas juste des états d'âme. Les personnages sont incroyables, il y a des passages bouleversants. Et c'est un roman aussi sur les hommes, je pense. Et on m'a dit que Philip Roth écrivait beaucoup sur les hommes. C'est un livre qui parle de la condition masculine. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Et qu'est-ce que c'est qu'être un homme aussi dans sa sexualité? Et c'est fait avec beaucoup de franchise, beaucoup
sans tabou, sans sensationnalisme non plus. C'est pas vraiment pornographique pour Saint-Saëns, là. Il n'y a pas du tout de complaisance sexuelle là-dedans. Mais le gars, il est rendu à 70 ans. L'auteur avait pas loin de ça quand il écrit le roman. C'est quoi le désir sexuel à 70 ans? C'est quoi qu'est-ce qui arrive quand il n'y a plus de sexe? Est-ce que ça se peut, une vie sans sexe, même rendu à 70 ans? Le gars, à 70 ans, en retrouvant le sexe, tout à coup, redécouvre quelque chose qu'il pensait avoir perdu, mais se rend compte que retrouver le désir, c'est aussi retrouver beaucoup de problèmes. C'est extrêmement bien fait. Et je lisais justement des critiques par rapport à ce livre-là. Il y avait beaucoup de journalistes qui connaissaient bien l'auteur et qui disaient qu'il y avait beaucoup de liens entre son personnage et lui. Ça se peut, ça je sais pas. Moi je connais pas assez l'auteur, mais manifestement pour écrire des choses aussi justes, j'imagine qu'il faut que tu partes de toi un peu. J'imagine qu'il peut pas parler en... Ça veut pas dire que Ross a eu une aventure avec une jeune fille de 36 ans, pas nécessairement, mais étant lui-même pas loin de 70 ans, il devait se questionner sur sa sexualité. C'est quelqu'un aussi qui a enseigné, je crois, à l'université, j'en suis convaincu, et justement le milieu universitaire qui le dénonce très, très profondément. Ça aussi, j'imagine que ça part d'un bagage personnel. Alors oui, manifestement, ce gars-là, quand il écrit un roman, il réfléchit sur la condition humaine, mais il réfléchit aussi beaucoup sur lui. Et dans le fond, ce qu'il vit, il nous montre que même si c'est très intellectuel, tout ça, puis il rit aussi des intellectuels jusqu'à un certain point, ce qui est jamais désagréable. Lui-même étant un intellectuel, peut avoir une certaine dérision sur une certaine forme d'intellectualisme. En réfléchissant sur lui, il réfléchit dans le fond sur des questions que tout le monde se pose. Et tu voulais nous lire un extrait, Patrick? Un court extrait, oui. Le contexte, c'est que le narrateur est avec avec Coleman Silk, avec Coleman Silk, c'est ça. Et il est en train de lui dire, ils viennent de lui parler là, qu'il y a une relation passionnée avec une jeune femme. Alors au début, là, c'est lui qui parle, c'est Coleman, c'est le vieux de 70 ans qui parle. Parce que le narrateur vient de demander, tu devrais peut-être... Parce qu'il dit, elle n'a pas de classe, elle a 0 classe, là. Des fois, j'étais avec elle, puis je suis gêné de son comportement, là. Puis là, il vient de dire, est-ce que tu devrais lui dire? Là, il dit, non, je ne vais pas y parler de ça. Il répond, je ne suis pas le père de cette fille, ce n'est pas le rôle que je joue dans cette affaire. Je ne suis pas son professeur, je ne suis plus le professeur de personne. J'ai enseigné, j'ai corrigé, j'ai conseillé, j'ai fait passer des examens, j'ai éclairé les esprits, je suis à la retraite. Je suis un homme de 71 ans, avec une maîtresse de 34 ans, ce qui me rend indigne dans notre bon état du Massachusetts, de donner des leçons à qui que ce soit. Je prends du Viagra, Nathan. C'est ça, la belle dame sans merci. Toute cette turbulence, ce bonheur, je le dois au Viagra. Sans Viagra, je ne vivrais rien de tout ça. Sans Viagra, j'aurais une image du monde approprié à mon âge et des intentions toutes différentes. Sans le Viagra, j'aurais la dignité d'un vieux monsieur libéré du désir et qui se conduit comme il faut. Je ne serais pas en train de faire quelque chose d'insensé. Je ne serais pas en train de faire quelque chose d'inconvenant, de téméraire, qui m'attire de l'opprobre et qui risque d'être désastreux pour toutes les personnes concernées. Sans le Viagra, je continuerais sur le déclin de mon âge, à entretenir la largeur de vue détachée d'un homme de culture et d'expérience qui a pris sa retraite à l'issue de bons et loyaux services après avoir longtemps renoncé au plaisir de la chair. Je continuerai de tirer des conclusions philosophiques profondes sur l'existence et d'avoir une influence morale apaisante sur les jeunes, au lieu de me replonger dans ce perpétuel état d'urgence qu'est l'intoxication sexuelle. Grâce au Viagra, je viens de comprendre les transformations amoureuses de Zeus. C'est comme ça qu'on aurait appelé le Viagra, du Zeus. Et là, un peu plus loin, le narrateur, quand il écoute dire ça, il se dit, comment je peux lui dire que ça n'a pas d'allure ce qu'il fait? Il dit, comment peut-on dire à quelqu'un, non, ça ne fait pas partie de la vie, alors qu'il n'en est rien? L'infection du sexe, et c'est cette phrase-là que je trouve extraordinaire, écoute bien ça. L'infection du sexe, cette corruption rédemptrice qui désidéalise l'espèce et nous remet en mémoire à jamais de quelle matière nous sommes faits. Ça, cette phrase-là, là, je trouve ça fort en tabarnouche. T'aurais aimé l'écrire? Ah ben oui, c'est ça qui est terrible de ces livres-là. C'est que quand tu fais une affaire de même, tu veux plus écrire pendant 6 mois, ça dure finalement 3 jours, mais tu veux plus écrire parce que tu fais à quoi bon? Pourquoi écrire quand il y a des choses comme ça qui sont écrites? Je veux dire, je me sens tellement pas à la hauteur de ça. Je sais que je fais pas la même chose. Je sais qu'on n'a pas le même but. Moi, je fais de la littérature populaire pour divertir les gens, tout ça. Je comprends ça. Puis ça a ses mérites aussi. Là. Je suis pas en train de réduire ce que je fais. Mais tabarnouche que quand tu lis ça, tu te rends compte qu'il y a des gens, il y a des auteurs qui sont grands, qui sont vraiment grands. Puis, voilà, c'est juste ça. Mais c'est pas grave, parce que ça me stimule. Moi, je pense que chaque fois qu'on lit quelque chose de bon, chaque fois qu'on écoute quelque chose de bon, chaque fois qu'on voit quelque chose de bon, je pense quelque part que ça trouve sa place dans notre tête, dans notre création propre, puis que ça peut avoir une petite influence quelque part. Fait que j'écrirai jamais comme Philip Roth, mais je pense que d'avoir lu du Philip Roth ne peut pas faire de moi un moins bon écrivain.
Et Patrick, en terminant, on rappelle le titre, La tâche de La tâche, Philip oui. Roth. Ben merci. On se retrouve dans les prochains instants avec les livres que j'ai lus cette semaine. Oui.